bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Il faisait partie des faits rares dans notre société. Aujourd'hui, il alimente les discussions presque partout et crée un malaise et un mal-être qui ne dit pas son nom. Le suicide, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est devenu un moyen facile pour des jeunes Togolais de mettre fin volontairement à leur vie avec des causes souvent non élucidées. Ces derniers jours, le phénomène connaît une recrudescence très alarmante dans notre pays. Face aux difficultés de la vie, le suicide serait-il devenu une solution ? Pour que la jeunesse qui constitue l'espoir et le futur de notre nation ne soit pas décimée, réfléchir sur la prévention et la réduction du phénomène s'impose. Mais avant d'en arriver là, Carmen Madjé Akapo nous présente les invités et c'est dans la rubrique Podium Invité. Regardez. Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir. Aujourd'hui, Pélagie est avec Koujovi Gadje. Il est sociologue. Docteur Selom Degboué, il est psychologue, clinicien et de la santé. Amaltiero Jissé, il est solupreneur engagé comme chercheur indépendant. Casimir Cloutier, il est éducateur spécialisé. Bonsoir et merci d'être là. J'espère que vous avez bien démarré votre week-end. Pas la grâce, bien sûr. Casimir. 5 sur 5, docteur. Ça va. Ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui, nous l'avions abordé en octobre 2020. Et nous avons abordé le sujet du suicide sous l'angle du tabou qu'il représente dans notre société. Donc aujourd'hui, vous allez permettre que nous suivions certains extraits du numéro dont je viens de vous parler. Et ces extraits sont les témoignages d'une rescapée d'une dépression et celui d'une rescapée qui a fait une tentative de suicide. L'une a été au plateau avec nous et l'autre, nous l'avions enregistré, donc vous les suivrez tout à l'heure. Donc en 2019, le Togo enregistrait, selon une étude de l'OMS, un taux de suicide de 16,6%. En 2020, le rapport du ministère de la Sécurité révèle 64 cas de suicide. Chers invités, que pensez-vous de la série de suicides qui alimente le quotidien des Togolais ces derniers mois? Qu'est-ce qui peut expliquer la recrudescence à laquelle nous assistons ces derniers jours? Amaltiero. Merci beaucoup, Pélagie. Je vous en prie. Alors, je dirais que avant le suicide, c'était un fait qui n'était pas trop connu ici en Afrique. En tout cas pour moi et pour certains jeunes, on entendait très rarement parler du suicide. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un fait qui est assez fréquent, surtout ces derniers mois. Et je crois que c'est vraiment déplorable. Parce que mettre fin à sa vie, on ne l'a pas demandé. On n'a pas demandé à naître, mais y mettre fin, c'est vraiment déplorable. Et il faut que ces pertes en vie humaine-là, que l'État puisse vraiment prendre ça en compte. Parce qu'on ne sait pas qui part aujourd'hui. On ne sait pas qui va demain contribuer au développement du Togo. Donc, on ne sait pas qui part. Donc, il faut vraiment que le gouvernement puisse prendre cela en compte. Et c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Koujovi Gadje, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes aussi, hormis le fait que vous soyez sociologue, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG ACDF, Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille. Vous êtes aussi spécialiste en droit et protection de l'enfant et paix et sécurité. Votre avis sur la question? Merci beaucoup. Je dirais, il y a peu longtemps, que nous ne connaissons pas ce fait dans nos sociétés, surtout nos sociétés qui sont dites sociétés traditionnelles. Et à chaque fois quand on entend parler de suicide, on pense aux sociétés industrialisées. Et donc si actuellement ce fait est devenu récurrent et que nous le vivons chaque moment, à chaque instant, donc ce qui veut dire qu'il y a un problème. Et donc moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut, et l'État et nous, la communauté, que nous y travaillons ensemble pour qu'on puisse trouver des solutions adéquates à ce fait. Puisque si on attend, on risque que ça devienne beaucoup plus grave.
Merci beaucoup. Docteur Deboué, vous êtes psychologue clinicien de la santé à la clinique de psychiatrie et de psychologie médicale au centre hospitalier universitaire Campus. Tout à fait. Alors, d'entrée de jeu, vous permettez que je puisse faire une précision en termes sur la thématique, je vais dire. OK. Le suicide en soi se trouve dans un regroupement de conduites suicidaires. Donc, il y a le suicide en soi, il y a les tentatives de suicide, et puis il y a des comportements autodestructeurs et les idéations suicidaires ou les idées suicidaires. Au-delà de ces 4 conduites suicidaires, il y a également ce que nous appelons le raptus suicidaire. Et on va dire, c'est vrai que les gens n'ont pas connaissance de ce comportement, puisqu'il s'agit d'un comportement. Les gens n'ont pas connaissance de ce comportement dans nos sociétés, mais ça existait. Bon, aujourd'hui, on peut le mettre sur l'actif des réseaux sociaux parce qu'on est hyper connecté, les informations vont vite de nos jours. Et en plus de cela, on peut aussi dire que les conditions de vie se dégradent et que les gens vivent une certaine vulnérabilité qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup. Casimir Cloutier, nous l'avions vu tout à l'heure, vous êtes éducateur spécialisé et le promoteur du cabinet La Famille. Exact. Justement, mes frères ont déjà tout dit sur le sujet. Ce que je voudrais rejoindre mon grand frère Deboué par rapport au sujet, le suicide existait déjà dans nos communautés. Mais comme il est question de sa recrudescence, qui est dû à beaucoup de choses, même le fait que ça se passe sur une fréquence donnée, ça encourage, parce que comme il s'agit d'un certain nombre de pensées accumulées, il s'agit d'un comportement comme il l'a relevé. Donc, si quelqu'un dans un angle de Lomé, dans un angle du Togo, mûrissait déjà l'idée, mais hésitait juste compte tenu de ce nombre de choses, et qu'il apprend hier, aujourd'hui, demain, il apprend que celui-ci s'est suicidé, ça l'encourage aussi à le faire. Je pense que cela contribue aussi à sa recrudescence comme... il est question de sa recrudescence. OK. Amaltiero, certaines personnes pensent que ce sont juste les retombées du confinement que nous avions vécu avec la COVID-19, puisque durant ce confinement, des gens ont vécu des mal-être qu'ils n'ont pas exprimés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'avant la Covid, les gens se suicidaient, comme on le disait tout de suite. Mais il faut comprendre que les facteurs du suicide, parmi les facteurs du suicide, on ne cite pas tout de suite la Covid parce que le suicide est pré-Covid. Donc, il y a d'abord les difficultés économiques, comme on le sait tous ensemble. Il y a aussi le stress sur lequel je veux parler aujourd'hui. Parce que, vous savez, le stress, c'est une réalité que beaucoup ne savent pas. Donc, quand les gens commencent par stresser, ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et l'ignorance même de ce qu'on a, ce qui se passe, crée la panique. Et donc, quand ça crée la panique, ça affecte tout de suite le processus mental qui agit ensuite sur le cerveau émotionnel. Et quand le cerveau émotionnel est atteint, ça veut dire que la personne n'a plus de défense. Tout ce qui lui vient à la tête, il va vouloir l'essayer. Et la Covid est juste venue amplifier, en fait, ces facteurs-là. Parce que je dirais quelque chose de très important, parce que je l'avais dit sur le plateau l'avant-dernière fois, et tu m'as posé la question de savoir quelles sont les preuves. Exemple, quand j'ai prédit la crise en août 2019, il n'y avait pas de preuves, c'était des observations. Et les observations que j'ai faites aujourd'hui, c'est que la Covid, vous allez voir que les manifestations de la Covid, il y a des céphalées là-dedans. Et plus vous avez mal à la tête, j'ai l'impression de regarder, d'observer sur les gens que le fait qu'on guérit de la maladie et qu'on le recontracte, on guérit de la maladie, qu'on le recontracte, j'ai l'impression que c'est en train d'agir sur le cerveau émotionnel des gens. Et ça affaiblit les capacités des personnes à être résilients par rapport aux difficultés. Et pour peu de choses de suite, on a envie de se dire, bon, tu vois, quand ça vient à la tête, on se dit, bon, surtout quand quelqu'un l'a déjà fait, on se dit, bon, est-ce que ce n'est pas la solution? Donc, c'est vraiment important que les gens comprennent que la Covid a beaucoup joué, a beaucoup amplifié sur les facteurs de suicide. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Gadjé, avec votre regard de sociologue, qu'est-ce qui peut expliquer, c'est vrai, je vous avais déjà posé la question, mais avec votre regard de sociologue, qu'est-ce qui peut expliquer la recrudescence de ce phénomène aujourd'hui? Oui, merci beaucoup une fois encore. Je me dis, et tout le monde le sait,
que le suicide, c'est un fait social. Et un fait social, c'est la combinaison de plusieurs facteurs, que ce soit des facteurs externes à l'individu, que ce soit des facteurs internes à l'individu. Et donc, je me suis permis de pousser ma curiosité et suite à certaines analyses, je me suis dit, OK, ce qui se passe actuellement et que nous sommes arrivés à un niveau où même le Togo, selon l'OMS, est le 8e pays africain où les jeunes se suicident le plus. Ça, c'est suite à une étude de l'OMS que je l'ai lue avant-hier ou hier, je ne me rappelle plus. Premièrement, pour les adolescents, comme je l'avais dit, il y a un problème de communication. Et ce problème de communication, c'est au sein de la famille que ça se pose. Parce que traverser la période de l'adolescence à la jeune âge ou à l'âge adulte, il y a un souci qui se pose dans cette période-là. Et donc, l'individu ou l'adolescent qui traverse cette période ressent beaucoup de choses et constate beaucoup de choses, beaucoup de changements, que ce soit sur son corps, que ce soit à l'intérieur ou sur le plan psychique. Maintenant, pour pouvoir le traverser, il va falloir qu'il arrive à discuter avec quelqu'un, à parler avec quelqu'un. C'est là que le problème se pose. Quand on prend nos familles, combien arrivent à faire asseoir leurs enfants ou leurs enfants et commencer à engager une discussion qui touche au bien-être de l'enfant, qui touche au développement personnel de l'enfant? On peut les compter au bout du doigt. Et donc, quand l'adolescent traverse cette période et qu'il n'arrive pas à extérioriser, à dire ses ressentis à quelqu'un, à en parler pour qu'il puisse encore se ressentir vraiment intégré dans la société, l'adolescent se dit, pour solution ultime, c'est qu'il faut que je me donne la mort. Qu'est-ce qui vaut encore cette vie que je vis? Alors qu'en réalité, ce n'est pas là la solution. Et donc ça, c'est la première cause selon mon point de vue. Et ensuite, il y a le facteur violence familiale et qui va toucher maintenant les jeunes. Les jeunes, par rapport à la situation que nous vivons, quand nous faisons les statistiques, nous voyons combien de jeunes sortent des universités, combien de jeunes ont le diplôme. Et à l'âge de 35 ans, comme je l'avais dit, tu es toujours ses papa et maman. Et c'est papa et maman qui te donnent, c'est papa et maman qui sortent l'argent avant que tu ne bouges. Alors qu'au même moment, tu vois tes autres collègues qui bougent, qui vont et qui viennent. Ça amène beaucoup plus à la dépression. Parce que le jeune il ne se sent plus dans la société. Il se voit comme quelqu'un qui est à l'écart. D'accord. Et à chaque fois, dans certaines familles, on a des parents qui disent à ces personnes, tu ne vois pas tes collègues, ce sont eux qui amènent de l'argent à la maison, ce sont eux qui tiennent la famille sur pied. Mais te voilà, toi tu es là, tu ne vois pas ton collègue Kodjo, toi et lui, vous avez le même âge. Et en même temps, le jeune est en train d'encaisser. C'est une violence qui ne dit pas son nom. Merci et beaucoup. À la fin, il cherche à se suicider. En fait. Docteur Degboué, vous le savez, Podium Jeunesse a pour cible la jeunesse. Donc, puisque la jeunesse passe plus de temps aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous communiquons sur les sujets avant la date. Voici la réaction d'un jeune qui a commenté ma publication sur LinkedIn. Il dit ceci: moi-même, des fois, quand je vois tout ce que je fais, mais je n'avance pas, je me dis, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Vraiment, aidez-nous, les jeunes Togolais, nous souffrons trop. Quelle analyse pouvez-vous faire de ce commentaire? Alors, tout de suite de ce commentaire, je dirais que l'auteur de ces propos est en train de vivre une situation liée à l'employabilité quelque part ou de la réussite dans la vie. Donc, comme l'a dit Monsieur Gadje, il y a le facteur chômage qui peut être l'un des facteurs qui va amener quelqu'un à passer à l'acte. Et ensuite de ça, il y a ce que nous appelons la stigmatisation ou l'autostigmatisation qui va également amener la personne à le suicider, à passer à l'acte. Il y a également cette mauvaise qualité de la relation parents-enfants, entre parents eux-mêmes
Et puis entre les jeunes, que ce soit à l'école ou à la maison, dans leur cercle de vie restreint. Et donc, tous ces éléments-là qui font que la personne a l'impression de faire du surplace, en fait. Donc, va l'amener à se dire, OK, bon, si tel est le cas, est-ce que la vie en vaut la peine? Et donc, il y a cette douleur-là, intérieure, qui est là. Et la personne ne va pas passer à l'acte juste pour plaire à quelqu'un, mais juste pour faire taire à une douleur interne qui est là. Voilà un peu l'analyse que je fais de ce poste. De ces propos. Casimir, c'est vrai que beaucoup de jeunes ont tenté, d'autres ont tenté, ils sont partis, mais en réalité, face aux difficultés de la vie, le suicide est une solution? En réalité, non. Je ne veux pas chercher le mot plus loin pour dire non, parce que est-ce qu'en te donnant la mort ou bien en mettant fin à ces jours, le problème a fini d'être? Je ne pense pas du tout, parce que en réalité, il est question de l'expression d'un mal-être en fait. La personne vit une situation, comme les grands frères l'ont relevé, vit une situation où elle traverse une période trouble, une période... Ça peut être dû à des facteurs que les frères ont relevés, aussi à d'autres facteurs comme par exemple les décès, les difficultés relationnelles, parce qu'il y a eu des cas de suicide qui sont liés à cela, et les difficultés de relation sur le plan affectif ou amoureux, si je peux le dire directement comme cela. Alors, si je me donne la mort, est-ce que c'est la résolution pérenne du sujet? Qu'est-ce que ma mort entraîne en fait? Je pense que c'est la question idéale à se poser. Mon départ sur la terre, qu'est-ce que ça entraîne en fait? Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont laissé des enfants derrière, des petits-enfants. Alors, la cause que le frère sociologue relevait déjà, qui est le problème de communication, mais là, si le parent que tu es est inexistant désormais, est-ce que ça résout le problème de communication? Donc, je pense que non, à votre question serait la réponse de mon niveau. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous avions abordé le sujet du suicide dans notre émission du 17 octobre 2020. Et au plateau, nous avions reçu une rescapée d'une dépression et hors plateau, une rescapée de suicide. Nous allons suivre ces extraits et revenir en parler juste après. Regardez. Le suicide, c'est un sujet assez délicat. Personnellement, je souffre d'une maladie qu'on appelle la bipolarité de type 1, connue sous le nom de maniaco-dépression. Alors, ça fait 13 ans que je suis diagnostiquée maniaco-dépressive et pendant les périodes de dépression, c'est vraiment compliqué de trouver du goût à la vie, de l'intérêt pour tout ce qu'on fait. Et très souvent, il y a cette petite voix dans la tête qui vous dit que plus vite vous mettrez fin à votre vie, voilà, vous allez trouver la quiétude. Du coup, la première fois que je l'ai faite, c'était en quête de cette quiétude-là. J'ai pris 2 plaquettes de Valium avec beaucoup d'autres médicaments dont je ne me rappelle plus forcément. C'était notre femme de ménage qui m'a retrouvée pratiquement inconsciente et qui a alerté, et on m'a amenée à l'hôpital, on m'a fait un nettoyage et tout s'est bien passé et je suis revenue à la maison, je crois, dans la même journée. Ce que je sais, c'est que je prends la vie à bras-le-corps. Quand ça va, je me mets à fond. Quand ça va pas, j'accepte que ça ne va pas et j'aspire à une vie meilleure. Je me dis c'est juste une période, ça ne va pas. Je demande de l'aide. Je fais une suivi psychologique. Et au-delà de ça, j'ai des amis qui ne comprennent pas forcément mon état, mais qui acceptent quand même qu'il y a des moments où je ne vais pas bien et il y a des moments où je vais bien. Du coup, j'ai le support de pas mal de personnes quand même qui arrivent à me tirer vers le haut. Du moment que tu acceptes ton état, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais du moment où moi j'ai accepté mon état, que ça fait vraiment partie intégrante de moi, d'être par moments dépressive, par moments maniaque, bah, ça vient, ça va, je me porte beaucoup plus tranquille. Et quand ça ne va pas, comme j'ai dit, quand ça ne va pas, je me laisse aller, je sais que ça ne va pas, je demande de l'aide surtout. Et quand ça va, je me mets à fond dans tout ce que j'ai à faire et avec l'aide des autres, ça va.
Pour ceux qui ont des pensées suicidaires, je dirais juste que c'est normal de sombrer. C'est normal de sombrer des fois. Ça prouve qu'on est des humains, mais il ne faut pas se laisser aller quand les moments sombres arrivent. Demander de l'aide, même si vous n'avez pas le moyen d'aller vers un spécialiste, demander de l'aide à vos amis, parler avec vos amis. Ils ne vont pas forcément comprendre ce que vous vivez, mais il y en a qui acceptent votre état, qui acceptent de vous accompagner, qui acceptent de vous aider. Et dès que vous avez l'occasion, l'opportunité, allez voir un psychologue. Voir un psychologue, c'est pas seulement pour ceux qui sont fous ou ceux qui ont entre griffes des maladies mentales. N'importe qui peut aller voir un psychologue, même lorsque vous vous sentez normal. Allez voir le psychologue, discutez avec le psychologue, il vous aidera. S'il faut que vous preniez des médicaments, on vous prescrira des médicaments. S'il faut que vous fassiez des exercices, on vous dira de faire des exercices. Et surtout, demandez de l'aide. Ne vous réfugiez pas dans votre corps, disant que les gens ne vont pas comprendre, les gens ne vont pas comprendre ce qui vous arrive. C'est vrai qu'il y en a qui ne vont pas comprendre, mais si vous prenez 10 personnes qui sont autour de vous, il y a au moins une personne qui, même s'il ne comprend pas, acceptera votre état et vous aidera. Maintenant, pour les parents qui n'arrivent pas forcément à voir que les enfants vont mal au point de se donner au suicide, je dirais d'être beaucoup plus prudent, d'être beaucoup plus regardant et d'être assez ouvert d'esprit pour comprendre que c'est pas seulement en Europe qu'on a ces maladies-là, même en Afrique il y a beaucoup de personnes, je connais personnellement beaucoup de jeunes qui font des dépressions, qui ont des idées de suicide et tout. Donc je prierais les parents de discuter avec les enfants, d'être beaucoup plus ouverts, d'essayer de comprendre au-delà de certains actes que les enfants posent, pour pouvoir comprendre l'état psychologique en griffe de leurs enfants. Il faut également se documenter parce qu'il y a beaucoup de signes avant-coureurs qu'on peut voir et qu'on peut comprendre automatiquement que je crois que mon fils ou ma fille va pas bien, il faut que je parle avec lui et tout. Donc lorsque vous vous documentez, vous saurez que à tel moment, mon fils, il a eu tel problème, il faut que je parle avec lui et s'il le faut, le faire voir un spécialiste. En fait, moi, mon problème, c'était juste simple. C'était à l'école déjà, dès le cours primaire. Tout le monde se moquait de moi. On me disait que j'étais très mince, que j'avais les oreilles éparpillées. Au début, moi, je me disais que c'était juste des plaisanteries, de l'amusement, que ça va passer. Mais malheureusement, ça a continué. Et au collège, le pire, c'est que quelques-uns de mes professeurs s'étaient mis à se moquer de moi. Un jour, je me rappelle, on était en train de faire le cours d'anglais et le prof m'a choisi de lire. Quand j'ai commencé, il m'arrête et il m'imite. Et après tout, il dit à la classe de me regarder, que je suis juste droite comme ça, je n'ai ni devant ni derrière. Et toute la classe s'est mise à rire. C'est l'enseignant qui disait ça en classe, en présence de tes camarades. Exactement. Et le jour-là, je me suis sentie humiliée. J'ai senti le froid dans mon dos. Je me suis dit, waouh, la vie est injuste. Si mes camarades se moquent de moi et que je supporte ça, pourquoi celui qui devait me protéger aussi va faire ça? Et à partir de là, j'ai commencé par me dévaloriser. Je me suis dit, je ne sais qu'à faire rire les autres. Sûrement, peut-être, je ne sers à rien. Et après le BPC, on a changé de quartier, j'ai changé d'école. Au lycée, ça a continué parce que j'étais déjà différente des autres. Je me renfermais sur moi-même, je préférais m'isoler. J'étais différente en fait. Et là-bas aussi, on se moquait de moi. D'ailleurs, là-bas, on me surnommait Godjona. Juste pour dire que je suis la différence du monsieur physiquement. Là aussi, l'opposé, quoi. Oui, c'est ça. L'opposé. Là aussi, un prof, lui aussi, s'est moqué de moi un jour. Je m'asseyais souvent derrière. Je ne savais pas que ça donnait une mauvaise image, en fait, sur moi. Et je m'étais tournée un jour. Il m'a surpris. Il a cru que je bavardais. En colère, il tourne, il va au tableau, il me dessine. Et il dit, c'est moi ça, avec ma jupe qui est très longue, mon tenue plus grande. Là aussi, mes camarades se sont bien marrés, ils ont bien rigolé. C'est là que je me suis dit, waouh, la vie, c'est injuste.
Et j'ai commencé par avoir peur des autres. J'avais peur des camarades, des professeurs, de tout le monde, de la foule en fait. Je me sentais bien quand j'étais seule, isolée. Je me disais, c'est mieux comme ça. Tu t'es créé un monde à toi. C'est ça, je me suis créé un monde à moi. Et le souci, c'est que j'en parlais à personne. Mais ma mère a vite remarqué que ça n'allait pas. Et c'est là, elle m'a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, ça va, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, ça agissait sur moi mentalement, je ne savais pas. Et la peur, là, s'est vite développée. J'ai commencé par avoir peur de mourir, en fait. Chaque jour, j'ai vécu cette situation pendant 2 ans, de la classe de première jusqu'en terminale. Chaque jour que je me réveillais, je me disais, oui, c'est ça. Je vais mourir enfin. La mort, ça va me prendre aujourd'hui. Et tu auras la paix. Je tremblais. En fait, j'avais peur de mourir au début. C'était ça le sentiment que j'ai senti. Je me disais, oui, je vais mourir. J'avais peur, je tremblais, j'avais les yeux hagards tout le temps. Je ne mangeais pas bien, des troubles de comportement. Tu arrivais à dormir? Je ne dormais pas la nuit. C'était les insomnies, les cauchemars. Et dans la journée, je devrais affronter les moqueries de mes camarades parce qu'ils ne savaient pas ce qui n'allait pas chez moi. Et ce qui était incroyable, c'est que j'essayais de montrer toujours que je suis forte. Je souriais tout le temps. Et bon, personne ne savait que ça n'allait pas. Et qu'est-ce qui a failli? Je crois qu'on va couper un long story short, c'est ça, non? To cut a long story short. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit, tu as failli dans notre échange que nous avions eu. Oui, en fait, après la peur, j'ai été à l'examen du bac. Je n'ai pas échoué, mais j'étais sortie admissible. Parce que je me suis dit, j'ai trop travaillé, j'ai trop souffert. Pourquoi sortir admissible? Ce n'était pas juste. Et là, j'ai commencé par me dire, ça ne sert à rien de continuer de vivre. Il faut mourir. Et j'ai commencé par avoir des pensées du genre, finis-en, prends un couteau. Tu ne sers à rien, d'ailleurs, tout le monde se moque de toi. Et ce qui m'a sauvée, je dirais que c'est la religion. Parce que je suis musulmane et la religion me dit, si tu te suicides, tu iras directement en enfer. Je me dis, non, moi j'ai souffert. Ici, tout le monde s'est moqué de moi. Je vais mourir et aller en enfer encore, pas possible. Et là, j'ai commencé par dire à Dieu de prendre ma vie. Dieu même n'a qu'à me prendre, c'est mieux. Un soir, je me rappelais, je m'étais allongée dans le salon, j'ai éteint la lumière. Je commençais par pleurer que le soir-là, Dieu doit me prendre forcément. C'est là, ma mère, elle m'a surprise en fait. Et quand elle est venue, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es dans cet état? Je lui dis, il n'y a rien, ça va. Et elle me dit, il faut que je lui en parle. Elle est ma mère, elle ne va rien me faire. Je lui ai dit, ça va. Aussi, on comprend bien, avec la religion, tu as pu t'en sortir. Oui. Kawsara, j'ai été très étonnée de voir le travail que tu fais dans le domaine de l'environnement. Si on peut avoir les photos de Kawsara durant ces sensibilisations, qu'est-ce que tu fais exactement? Quel projet tu pilotes? En fait... en 2 minutes. En 2 minutes. Là, c'est le projet de fourneau solaire. Je l'ai commencé avec l'ONG Ange. Je cherche des financements sur les crowdfunding. Et quand je trouve de l'argent, j'achète ça. Je donne ça à des ONG ou à des écoles. Et en retour, ils me donnent des arbres que je plante. C'était un peu long, mais c'était important. Finalement, elle s'en est sortie. Elle est activiste de l'environnement actuellement. Elle pour des actes humanitaires aussi envers des gens qui sont dans le besoin. Comment peut-on prévenir ou réduire le phénomène de suicide dans nos sociétés, Casimir? Merci beaucoup. Le phénomène de suicide, comme je le disais tantôt, en fait, un individu qui peut avoir des comportements suicidaires, c'est un individu qui pourrait exprimer un état de mal-être. Alors, il faut qu'on identifie alors comment est-ce qu'un individu peut exprimer ou bien extérioriser cet état de mal-être-là. Alors, c'est ressorti avec la dernière intervenante. Généralement, c'est les gens qui s'isolent sur tous les plans, que ce soit physiquement, ils ont tendance à rester seuls. Même sur les réseaux sociaux, ils ont la tendance de sortir des groupes ou bien d'être trop présents. En fait, l'extrême. Soit ils sont absents ou ils sont de trop présents. C'est des gens qui ont des habitudes alimentaires qui changent par moment. C'est l'un des critères, généralement. Soit ils mangent de trop que d'habitude, ou ils refusent de s'alimenter. Ou c'est des gens qui ont des sautes d'humeur. Généralement, ils sont changeants. Tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très bien avec toi, mais brusquement, rien ne se passe. Ils sont très versatiles. Voilà, ils sont très versatiles.
Et voilà, c'est de quelques éléments qui peuvent prouver que votre enfant est en train d'exprimer, de stérioriser alors un mal-être. Faudrait-il alors que, en exprimant cela, ils peuvent ajouter des mots qui peuvent montrer que, généralement des expressions que nous trouvons très banales avec lesquelles on s'amuse, on rigole, mais ils expriment en réalité quelque chose de vrai. Ils ne viendront pas dire voici la corde, je vais aller me mettre au cou, voici les comprimés, j'irai les prendre, mais ils peuvent quand même, comme la première le disait, ils peuvent le dire clairement des fois, ma vie sert à quoi? C'est la deuxième personne. Ma vie sert à quoi? Ça me sert à quoi de vivre finalement? Je suis inutile. Je suis inutile. La personne commence par éprouver, exprimer carrément son dégoût pour la vie, le fait qu'il déteste réellement son existence. Donc, toutes ces choses-là cumulées, ça signale déjà que c'est quelqu'un qui peut se donner la vie, se donner la mort à n'importe quel moment. Alors, pour prévenir, il faut donc être beaucoup plus présent pour cette personne-là. Il faut être surtout présent. C'est ce qui manque dans nos communautés. Donc les parents doivent être regardants comme la première l'a dit. Voilà. J'allais même dire qu'en réalité, c'est prévisible que dans nos sociétés, le phénomène de suicide soit ascendant. Parce que si nous sommes en train de tout copier, et on avait toujours à l'image que c'est la société industrialisée dans laquelle on trouve ces événements, alors qu'on tend vers l'industrialisation nous-mêmes, où on copie tout, c'est normal que les mots de ces sociétés-là, nous les importons d'office. Donc je pense qu'il faut que nos valeurs africaines, parmi lesquelles il y a l'écoute, il y a la présence effective, il faut qu'on soit désormais de plus en plus présents avec les gens. Nous nous amuserons désormais de plus en plus avec les expressions sérieuses. Sur nos statuts WhatsApp, dans nos groupes, quelqu'un balance le statut, oh, j'en suis fatigué. Ça ne va pas. Le minimum, écrivez-le. Qu'est-ce qui ne va pas? Rigoler avec. Échanger avec la personne. Je pense que c'est très préventif. Nous le voyons banal, mais c'est très préventif. Merci beaucoup. Dr Degboe. Oui. Je dirais que le suicide, avec ces dérivés que j'ai cités tout à l'heure, font partie intégrante de ce que nous appelons la santé mentale. Donc, pour prévenir ce comportement qui peut être isolé ou inscrit dans le tableau symptomatique de certains troubles mentaux, à savoir la dépression, les troubles bipolaires, les troubles psychotiques. Je vais parler là de la folie parce qu'il y en a de plusieurs sortes. Il n'y a pas que les spécialistes en fait pour prévenir le suicide. Les intervenants dans la prévention vont se situer au niveau de l'entourage, comme l'a dit le précédent intervenant. Et la famille doit beaucoup plus améliorer la relation parents-enfants entre parents eux-mêmes. Et ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut faire le diagnostic précoce de ces troubles mentaux pour qu'il y ait une prise en charge adéquate de meilleure qualité pour pouvoir prévenir la dépression. Et pour ce qui est du ressort de l'amélioration des conditions de vie et tout ça, bon, on voit clairement qu'on appelle à nos autorités d'améliorer les conditions de vie, que ce soit pour les jeunes, à savoir le taux de chômage qu'il faut revoir à la baisse, l'employabilité. Maintenant, de tout ça, je parlerai maintenant de l'utilisation adéquate des réseaux sociaux. Parce qu'il y a ce que nous appelons l'effet de mimétisme. Par là, deux choses peuvent se passer. C'est-à-dire que la personne est peut-être en train de vivre un mal-être. Il ne sait pas qu'il peut se donner la mort pour mettre fin à cette douleur intérieure qui est là. Donc, quand on publie des cas de suicide sur les réseaux sociaux, la personne va prendre connaissance, tiens, il y a cette approche-là qui est là pour mettre fin à ma vie. La deuxième chose qui peut se produire dans le fait de publier les cas de suicide sur les réseaux sociaux, c'est que nous parlons des moyens de passage à l'acte. Et quand on publie les cas, surtout dans les détails, les gens apprennent de nouveaux moyens de passage à l'acte à travers les réseaux sociaux. Ce qui fait que vous allez voir les cas de suicide qui vont se diversifier. Parce qu'il y a plusieurs moyens que les gens arrivent à apprendre à travers les réseaux sociaux. Donc, faisons un usage assez responsable de ces réseaux sociaux, entre autres. Merci beaucoup. Monsieur Gadje. Oui, merci beaucoup. Les collègues ont déjà détaillé les moyens actions de prévention que nous devons poser ensemble pour pouvoir prévenir ce fléau. Et moi, je vais juste résumer en disant
quand en réalité, nous devons, que ce soit dans la communauté ou que ce soit au niveau de l'État, essayer de revoir l'éducation. Surtout pour la communauté, l'éducation familiale. Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Il y a certains comportements que nous adoptons, mais que nous ne savons pas que ces comportements peuvent pousser les gens à se suicider. Et notamment les insultes, les injures, tu ne vaux rien, regarde-moi ça, tu ne vois pas tes collègues. Il faut qu'on essaie de donner à nos enfants une éducation responsable en se basant sur nos valeurs surtout. Parce que nous tendons vraiment à les oublier et nous donnons à beaucoup de choses qui nous amènent à nous suicider. Et pour les jeunes, je ne sais pas, parce qu'actuellement, je suis sûr qu'il y aura certains qui sont même en train de prédire ou bien de prévoir aller se suicider. Je leur conseille de lire ce document de Eric Warren qui dit « Une vie motivée par l'essentiel ». Nous devons nous-mêmes savoir avoir confiance en nous, savoir que nous sommes venus sur cette terre pour une cause, pour un but. Et donc, si tu ne sais pas que tu es venu sur terre pour un but, quand tu vas traverser des moments de turbulence, tu auras tendance à se dire « Ah, qu'est-ce qui vaut encore cette vie ?» Autant finir... Alors qu'en réalité, Dieu, en t'envoyant sur cette terre, a prédit quelque chose pour toi. Et quel que soit tout ce qui va se passer, tu vas y arriver. Merci voilà, beaucoup. c'est ça. C'est pour ça, quand nous travaillons avec les jeunes, j'essaie à chaque fois de leur dire, regardez vos collègues, ceux qui sont entrepreneurs, discutez avec eux. Et s'ils veulent, ils vont vous dire quel est le chemin qu'ils ont traversé. Et vous saurez que ce que vous êtes en train de traverser, c'est si peu pour que vous cherchiez à vous ôter la vie. Merci beaucoup. Amatiero, un petit ajout. Oui, merci beaucoup. J'ai aimé l'intervention de la première qui a demandé de l'aide, qui a pu identifier ce qui se passe, etc. Mais au-delà de tout ce que les prédécesseurs ont dit, ce que j'ajouterai en tant qu'entrepreneur de solutions, c'est que ça a été vraiment difficile pour nous en tant qu'entrepreneurs de solutions de trouver une solution pour cela. Mais on est quand même heureux d'avoir compris qu'il y a une solution. Et la première solution, c'est l'éducation, mais j'ajoute l'éducation de qualité. C'est-à-dire c'est l'éducation qui connaît, qui identifie et qui comprend. Il faut que les professeurs qui stigmatisent, il faut que les parents qui stigmatisent comprennent que c'est normal qu'à un moment donné, votre enfant ne puisse pas évoluer comme les autres. C'est tout à fait normal. Et donc, ça fait partie du parcours. Ça fait partie, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui n'ont pas quitté la maison de leurs parents jusqu'à 40 ans, 45 ans, ils sont ici, ils ont resté. Et ils ont fait des choses, ils ont réalisé des choses. Donc, les gens doivent comprendre une chose que moi je veux dire surtout à ces jeunes-là, parce que c'est vraiment très important, c'est qu'il faut qu'on comprenne une chose. Lorsque vous vous réveillez, pour moi, je me dis que chaque fois que vous vous réveillez, dites-vous que celui qui vous réveille compte sur vous. Sinon, vous ne serez pas réveillé. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Donc, la foi est vraiment très importante. Et quand je parle de foi, je ne parle pas de religion. C'est pour ça que je parle d'amour souvent. Parce que c'est l'amour qui va permettre à ce que la personne puisse comprendre que ce que vit la personne, c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Merci beaucoup. Nous l'avions dit, la situation elle est très alarmante dans notre pays. Des voix ont commencé à s'élever dans la société civile, en particulier Wanep Togo, qui s'est prononcé sur la situation. On écoute le propos dans ce reportage que nous présente Carmen Madji Akapo. C'est un phénomène qui devient un cas social très inquiétant. Ces derniers jours, il ne se passe pas une semaine sans que l'on évoque une pendaison ou autre forme de suicide dans le pays. La société civile en général et Wanep Togo en particulier n'a pas hésité à réagir. Nous avions constaté une certaine recrudescence de ces cas de suicide et c'est très très préoccupant au niveau de Wanep Togo, dans ce sens que c'est des vies et des pertes en vies humaines. Et Wanep Togo a dû réagir pour exhorter tous les acteurs à ensemble fédérer leurs énergies, à mettre en commun leurs stratégies pour lutter contre ce fléau qui commence par inquiéter la population togolaise. Le phénomène de suicide, disons qu'à ce stade, nous avions fait juste des analyses sommaires par rapport à la situation. On n'a pas les données concrètes, les causes réelles qui poussent ces personnes à se suicider. Mais nous pensons que à ce stade, c'est inquiétant, c'est des pertes en vies humaines et il va falloir aller au-delà de ces dénonciations et poser des actes concrets pour éradiquer le phénomène. Nous travaillons sur la probabilité, la sécurité humaine au niveau de Wanep Togo
Et à notre niveau, nous croyons que lorsqu'une vie est perdue, il va falloir se lever et mener des actions concrètes pour freiner le fléau. Pour Wanep Togo, la recrudescence des cas de suicide constitue une menace pour la paix et la sécurité dans nos communautés. Wanep Togo joue un rôle de prévention, de résolution et de renforcement de la cohésion sociale. Et en ce sens, nous avons un monitoring que nous menons en fonction du respect des droits de l'homme et de la sécurité humaine. Et nous savons que ces cas de suicide, ces pertes en vies humaines, affectent d'une manière ou d'une autre la communauté parce que c'est des vies humaines qui partent. Une analyse sommaire prouve que c'est des problèmes interpersonnels qui poussent ces personnes à vouloir se faire du mal. Peut-être une émotion, une blessure d'émotion mal traitée, mal prise en charge, qui pousse ces personnes peut-être à vouloir se donner la mort. Donc cela nous intéresse puisque ça affecte la cohésion sociale. Et une fois que la cohésion sociale est affectée, WANEP doit mener des actions pour pouvoir consolider ou bien promouvoir la cohésion sociale dans les communautés. L'implication des communautés dans la prévention de ce phénomène est un impératif. Selon nous, par rapport à notre déclaration, notre proposition, nous voyons que chaque acteur a sa responsabilité. Mais les communautés également ont une part de responsabilité à jouer par rapport à ces fléaux. Premièrement, il faut stopper le partage de ces images sur les réseaux sociaux. C'est très important. Ça peut encourager d'autres à vouloir s'essayer ou bien ça peut atteindre psychologiquement certaines personnes. Et quand je prends, excusez-moi de décrire l'image de la dame qui s'est pendue devant son enfant. Déjà, ça peut affecter la psychologie de beaucoup de personnes par rapport à cette situation. Donc, étant membres de la communauté, nous devons éviter de relayer ces images. Secondo, ce que nous proposons à notre niveau, c'est que nous devons orienter ces personnes qui sont dans des situations difficiles vers des centres d'écoute ou des centres de prise en charge. La personne travaille sur une situation difficile, nous devons l'orienter. Ou bien, si nous ne pouvons pas orienter la personne, on peut appeler ces centres d'écoute ou bien aller vers ces structures de prise en charge et évoquer le cas. Et je crois que les techniciens qui travaillent dans ces structures prendront les dispositions pour venir en aide à la personne. Troisième chose que nous pouvons proposer également, c'est que nous constatons de nos jours que la solidarité familiale, sinon la solidarité commence par disparaître. Nous commençons par perdre nos valeurs. Une personne qui est dans une situation difficile, ça ne nous dit plus rien. Quand chacun se lève chaque jour, chacun cherche pour lui, chacun va à ses occupations, tu t'es bien réveillé, ça c'est pas mon problème. L'essentiel que je trouve pour moi, nous devons revenir à la source pour s'occuper des autres, ou bien pour s'inquiéter des autres. Et nos prochains, promouvoir la solidarité, aider les personnes qui sont dans les besoins. Vu l'ampleur considérable du phénomène de suicide dans notre pays, il est nécessaire que chacun au sein de la société joue sa partition pour réduire cet acte. Monsieur Gadje, je crois qu'il est revenu sur un point très important que vous avez émis tout à l'heure, comment les valeurs de notre société sont en train de s'effriter. Voilà, ah oui, parce que on nous a pendant longtemps appelé des sociétés collectives. Et dans ces sociétés à conscience collective, on a tendance le problème de l'autre, c'est mon problème en fait. La situation de l'autre, c'est ma situation. En fait, c'était comme cela que la société africaine était. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'influence de l'Occident... Oui, aujourd'hui, l'individualisme a pris place. Et c'est ce que le monsieur de WANEP l'a dit, et le docteur aussi l'avait évoqué. Quand chacun se lève, c'est moi, c'est mon pain quotidien. Ce que toi tu traverses à côté, ça ne me dit rien, ça ne me dit mot. Alors qu'en réalité, nous devons arriver à revenir à cette conscience collective qui nous amène à se dire, même quand vous voyez, il y a des gens dans une même maison que c'est difficile que ces gens-là se parlent. Ce n'est pas parce qu'ils ont un problème entre eux, non. Mais c'est parce que chacun ils n'ont pas le temps. Oui, chacun se préoccupe de sa situation et qui n'a même pas le temps de dire à son collègue comment tu vas. Est-ce que ça va? Non, il faut qu'on arrive à revenir à ça. Et je pense que
quand dans notre entourage, nous sommes bien, nous travaillons collectivement, on arrivera à nous partager nos problèmes, nos soucis. Quand tu as un souci et que tu en parles, d'abord, le fait de parler te guérit. D'accord, merci beaucoup. Il faut Docteur, qu'on y revienne. Merci beaucoup, M. Gadget. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure de l'inculcation à la population, de l'importance des consultations psychiatriques et psychologiques, parce qu'on pense toujours que ce sont des gens qui ont des troubles mentaux, début de folie, qui doivent aller en consultation chez vous. C'est une perception assez erronée de nos pratiques en matière de santé mentale. Quand on parle de santé mentale, on pense en même temps, à la folie. Et il n'y a pas que nous, c'est-à-dire psychologues, psychiatres. Il y a aussi d'autres acteurs comme les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés. On travaille, c'est en fait une approche multidisciplinaire. Et donc, dans la société, quelqu'un qui dit « je vais aller voir mon psy », on pense que cette dernière personne, elle est dérangée, elle a la folie, alors que ce n'est pas ça. Tu peux avoir juste l'insomnie, aller voir ton psychiatre. Tu peux, peut-être ton enfant qui est né, qui n'arrive pas à arrêter de faire pipi au lit, peut consulter un psychologue pour vous aider dans ce sens. Et pour finir, on a parlé tout de suite de qu'est-ce que les acteurs de la société peuvent faire. Ça revient également à l'autorité de pouvoir recruter des spécialistes dans les centres de santé pour que... Dans les écoles. Dans les écoles, tout à fait. Dans les centres de formation. Il y a certaines écoles privées plus équipées qui, maintenant, à leur sein, ont des psychologues cliniciens juste pour accompagner les enfants, les familles. Et dans les hôpitaux, qu'on ait peut-être des psychiatres, on en a peu recruter d'autres psychologues, recruter d'autres éducateurs, des assistants sociaux pour que la prise en charge soit une prise en charge effective et de meilleure qualité. Merci beaucoup. Le problème dépasse l'entendement humain. Nous avons cherché à connaître le point de vue de la religion et particulièrement de la religion chrétienne. Donc, nous sommes approchés d'un pasteur. Il s'appelle Révérend Edgar Hiné. Il est le second pasteur à l'église des Assemblées de Dieu du Temple du Calvaire. Il est aussi le directeur national de la jeunesse de la dite église et spécialiste en relations d'aide. Suivons-le ensemble dans Podium Interview. Quand je réfléchis un tout petit peu à la question, cela me rappelle plutôt des événements de la fin des temps, parce que la Bible nous dit que le temps viendra où les choses seront très difficiles. Tellement des choses difficiles que nous pouvons voir aujourd'hui dans notre société. Nous pouvons quand même citer le chômage, les déceptions, les trahisons, tant d'événements qui amènent des gens à se demander si la vie vaut encore la peine. Moi, je trouve que c'est vraiment grave la situation que nous traversons. Nous devons comprendre que le suicide, c'est un maître. Fondamentalement, quand nous essayons de réfléchir sur la question pourquoi les gens se donnent-ils la mort, il faut quand même comprendre que plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte. Et notamment, pour nous qui sommes chrétiens, c'est le péché. Mais nous ne pouvons pas négliger ce problème mystérieux qui est le diable, qui est un des auteurs qui pousse les gens à se donner la mort, même sans des raisons valables. Il faut que l'Église crée un cadre de prise en charge aux personnes déprimées aujourd'hui. Parce que c'est vrai que la prière joue un grand rôle, en expliquant la chose sur le plan mystérieux, la prière joue un grand rôle. Mais si cette personne n'est pas prise en charge et accompagnée, il serait difficile à cette personne d'accepter la situation qu'elle vit. Malchero, c'est le point de vue de la religion, notamment de la religion chrétienne. C'est vraiment intéressant. Et moi, c'est ce que je voulais dire avant, qu'au-delà de toutes ces solutions-là, où il faut demander conseil, il faut aller voir les psychiatres et consorts, moi, je me dis que la solution universelle aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils doivent changer de mentalité.
Nous sommes arrivés à une ère de la société où, c'est vrai, les gens sont individualistes, mais on ne peut pas changer ça. On ne peut pas empêcher les gens de poster sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les gens comprennent qu'il faut changer de mentalité. Et moi, ce que le pasteur a dit, comment est-ce que moi je l'interprète? Pour moi, je disais que la foi est vraiment très importante dans la résolution de ce problème-là. Comment? Pour moi, c'est ce que Jésus-Christ, en fait, disait quand il disait « repentez-vous ». En réalité, lorsqu'on on voit ça en hébreu, ça veut dire changer de mentalité. Il ne s'agit pas de droit d'aimer ou changer le cœur, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de... Jésus-Christ parlait de changer sa mentalité. Et c'est une foi universelle. Aujourd'hui, on en a fait une religion. Ce n'est pas une religion. Il s'agit d'une foi universelle qui accompagne les gens avec l'amour, afin que les gens s'aiment eux-mêmes, les gens acceptent leur situation, les gens évoluent dans cette situation-là et qu'ils s'adaptent à cette situation et qu'ils changent avec cette situation-là. Les gens qui font des changements dans nos communautés, oui, excuse-moi, les gens qui provoquent des changements dans nos communautés ne sont pas parfaits. Pourquoi il faut demander aux gens d'être parfaits avant de réussir? Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Nous avions cherché à voir le rôle que la religion peut jouer dans les témoignages que nous avions suivis. Kaosara, c'est une musulmane. Elle nous a dit qu'elle a trouvé la réponse dans sa religion. Le pasteur, il est chrétien. Il a trouvé sa réponse dans sa solution. En fait, nous voulons vous savoir que la religion aussi a un grand rôle à jouer dans la prévention et la résolution du phénomène de suicide dans nos communautés. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. En une phrase, quels sont vos conseils aux parents, aux jeunes, à ceux qui ont des pensées suicidaires aujourd'hui? Une phrase. Je crois que l'amour est important. L'argent, il est là, mais lorsque vous tombez malade, l'argent ne peut pas vous sauver. Donc, quand vous prenez soin les uns des autres, je crois que c'est ça la solution. L'amour est important. Oui. Docteur Degboué. Alors, je dirais que si vous avez des idées suicidaires, vous faites probablement un trouble de santé mentale ou si vos propres ressources ne vous permettent pas de mettre fin à ces idées et que les ressources au niveau de votre entourage ne vous permettent pas, chercher de l'aide à un spécialiste pour véritablement... Chercher de l'aide auprès d'un spécialiste. Monsieur Gadji, en une phrase? En une phrase, une grande victoire n'est jamais acquise sans difficulté. Okay. Et donc, repentons-nous. Et courage et puis persévérance. Voilà. Casimir? Oui, je pense que si vous avez des pensées suicidaires, c'est que vous n'arrivez plus à résoudre des problèmes propres à vous, par vous-même. Faites appel à ceux qui peuvent vous aider, pas à n'importe qui aussi. Parce qu'il y a des fois des gens qui encouragent le suicide sans le savoir. Merci beaucoup. Merci. Nous devons le savoir, résoudre ce problème n'est pas seulement du devoir de l'État. Nous avons parlé de l'implication très active de la communauté, des différents acteurs de la communauté. Nous devons mutualiser nos stratégies, nos énergies et nos moyens afin de lutter efficacement contre la recrudescence du fléau de suicide dans nos communautés. Nous remercions de nous avoir suivis, nous remercions l'équipe de la réalisation. Prenez vraiment soin de vous. À samedi.